Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle.net. Nous sommes vendredi 2 décembre 2022 et je vais entamer quelque chose qui me semble très 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 important. Je ne l'ai pas lu. Enfin, j'ai lu les deux premières pages. Voilà. Les deux premières pages. Et cet ouvrage me semble vraiment important. Il a été controversé, apparemment. Il y a tout un tas de choses qui tournent autour de cet ouvrage-là. D'après ce que j'ai lu. Hein. Et pourtant, sans l'avoir lu là, je pense qu'il est très important. Et je vais essayer de le lire. Ça va prendre un peu du temps, je pense. Mais c'est peut-être le couronnement de ce travail que j'ai fait dans les dernières vidéos, et partant du mythe de Sisyphe, de Camus, pour arriver à Sartre, et puis à Nietzsche, mais c'est un peu indépendant. Mais sur le principe de l'existentialisme. L'existentialisme selon ces deux pointures, mais qui me semblent radicalement différentes. Hein. Camus-Sartre, ça me semble vraiment à l'opposé, de caractère, d'état d'âme. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais ça me semble vraiment, vraiment, vraiment différent. Et alors ce livre, c'est celui-ci. L'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Béni Lévy. Les entretiens de 1980 chez Verdier. Donc ça a été publié, je vais vous le dire, ça a été publié en 1991. D'abord, ça a été publié dans le Nouvel Obs, dans les années en 1980, un petit peu avant que Sartre meure. J'aurais aimé être près de lui, tiens, voilà, comme à être près de tout le monde en fait, finalement. C'est pas morbide du tout, hein, c'est juste tenir la main de... Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Tenir la main de quelqu'un qui passe. J'aimerais avoir cette paix intérieure qui permettrait de rien dire, d'être juste de transférer la chaleur d'une main à l'autre sans rien dire. J'ai pas pu le faire même avec mon père tellement j'étais agité. J'ai pas pu le faire avec le gars comment on pourrait dire, accueilli en Haute-Loire, où je suis. C'était pas le premier parce que la Haute-Loire et moi, ça a été quelque chose de très important finalement. De 8 ans à 12 ans, j'étais berger au Chambon-sur-Lignon. Et c'est pas anodin tout ça, dans ce pays des justes. Berger chez les protestants, et
dans une famille avec une certaine Léa, qui était l'amour incarné, sans effusion, hein. C'était pas quelqu'un qui prenait dans ses bras, il savait pas trop le faire, je pense pas, je me souviens pas à vrai dire, mais je me souviens de l'amour qu'elle distribuait, cette Léa. Et en fait, qui a compensé le peu d'équilibre que j'ai, je pense que je le dois à ce plateau, à ce pays des justes. Et c'est pas pour rien que c'est le pays des justes. Et c'est pas pour rien que cette histoire est comme celle-là. Et c'est pas pour rien que je lisais la Bible, je me souviens, à la grand-mère. Alors que à 8 ans, je ne sais même pas si j'arrivais vraiment à lire. Mais bon, bref, il me faisait lire la Bible le soir à la grand-mère. Donc il y a quelque chose. Et après, je suis parti dans un athéisme forcené. Et d'ailleurs, je comprenais rien à ce que je lisais, je suppose, à ce moment-là. Et c'est pas pour rien que Camus a vécu au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre. Et c'est pas pour rien que le monde a du sens, et c'est pas pour rien que le monde, selon d'autres personnes, n'a pas de sens. Et c'est pas pour rien qu'il faut travailler dans ce monde jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. C'est notre chemin. On ne peut pas faire autrement. Et faire le mieux possible. J'ai mis cette sorte d'amphore là, tiens, voilà. Maintenant, je vais mettre un peu des objets comme ça que j'aime et que je prends pour qu'ils soient près de moi. Je sais pas pourquoi j'aime, voilà, j'aime ces objets. Mais j'ai aucun, il y a rien de très, comment on pourrait dire, possessif. Je peux m'en débarrasser comme ça sans aucun problème. Il n'y a pas de, j'ai aucun, aucun attachement aux objets en réalité. Et mais voilà, c'est la personne qui a fait ça. En règle générale, je pense que c'est des femmes qui font l'esthétique de ces poteries, si c'est africain ou si c'est touareg ou si c'est, je sais pas exactement d'où ça vient. En tout cas, cette esthétique, elle est somptueuse. Voilà, elle est somptueuse. Elle est vraiment magnifique. Il y a quelque chose de... Je comprends pourquoi Picasso est tombé en amour sur l'art africain. Alors que Van Gogh est tombé plutôt en amour, me semble-t-il, sur l'art asiatique, sur les icônes, pas les icônes, bon bref, sur la peinture asiatique. C'est vraiment deux mondes. La peinture africaine, libre, qui cherche qui est hyper métrope, en somme, et la peinture asiatique qui est myope, qui va être dans le détail, qui va faire des choses extrêmement précises, très très... Voilà, il faut que ça soit super... Et c'est marrant, en fait, comment ça se passe, cette chose-là. Et là, en fait, ça veut donner le sens, ça s'embarrasse pas de préciosité, de savoir-faire. Il faut que ça soit beau, mais... Et c'est pas pour rien qu'on descend, que nos origines sont dans le berceau africain. C'est pas pour rien. Tout est beau dans cette évolution du monde. Voilà. Alors, après ces digressions un peu... comment on pourrait dire, un petit peu
euphorique, où on pourrait dire par exemple que je m'appelle Jean-Marc Tonizzo. Tout ça pour dire que tous les alcooliques ne sont pas anonymes. Voilà, pour faire une sorte de petit jeu de piste, pour savoir l'état d'esprit dans lequel je suis à cet instant. Mais léger, très 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 léger. Alors voilà, je vais commencer à lire, et puis, d'abord j'aimerais savoir lire, j'aimerais savoir vous lire tout ça, comme Jean Kelevitch, avec la voix de Jean Kelevitch, avec la facilité avec, comment on pourrait dire, parce que c'est au niveau cérébral, je sais, de temps en temps, je goûte cette facilité mentale qui fait que je ne cherche pas mes mots, je ne sais pas pourquoi, mais ça va se passer assez dans la limpidité, les mots arrivent, c'est quelque chose de hyper créatif, mais sans handicap. C'est une course à travers la prairie. Le déroulement d'un concept philosophique quand l'esprit est comme ça. C'est ce qui se passe chez Jean Kelevitch. Bon, certainement qui regardait ses cours avant, il les préparait, etc. Mais même sans les préparer, Jean Kelevitch aurait été absolument comme ça. Parce que il était limpide, il n'avait pas abîmé ses neurones, il les avait bien entretenus, il en avait fait des neurones de concours, des neurones, comment il s'appelle, ce coureur jamaïcain qui fait le 100 mètres. Bon voilà, c'est des neurones qui allaient à cette allure-là, quoi, et qui déroulaient les choses, bam, 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 etc. Ça, c'est majestueux. En plus, avec la voix qu'il savait, parce que c'est des, voilà, c'est des gens qui sont des créatifs, qui sont des artistes. Ils savent que la façon de parler va avec, quoi. C'est beau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, j'aimerais vous proposer ça, en fait. J'aimerais vous faire plaisir avec une voix, avec une douceur. Et peut-être qu'en fait, il faudrait juste que j'essaye de trouver le naturel, que je parle juste naturellement, sans chercher à faire quoi que ce soit de particulier, sans essayer d'être bon, en étant juste proche de ce que je dis, sans artifice. Ça va être difficile parce que ma timidité devant autrui me pousse un peu mais à être avec des artifices. Mais peut-être que, à force de prendre conscience de ça, je sais pas, on verra. Bon, bref, allons-y. Présentation. Donc, l'espoir maintenant, Jean-Paul Sartre, Béni Lévy. Les entretiens de 1980. Ce texte, j'avais fini par l'oublier. Il devait paraître dans le Nouvel Observateur au début de l'année 1980 et constituer une partie de l'ouvrage que nous avions en projet, Sartre et moi, depuis plusieurs années. À la lecture des épreuves, les proches sartriens, peut-être que ça serait bien pour vous qu'en même temps vous le lisiez. Les proches sartriens réagirent très violemment. Et puis, tout alla vite. Sartre entra à l'hôpital, broussailles, où il devait mourir peu après. La publication du texte dans l'hebdomadaire se poursuivait et scandalisait, semble-t-il, une partie des lecteurs. Alors vint le temps de l'injure, écrite ou chuchotée.
Sartre ne pouvait plus rire de ceux qui le traitaient en vieillard. Nulle parole ne pouvait s'entendre dans un temps où la vieillesse n'évoque plus la sagesse, mais seulement la menace de la déchéance. Ça, c'est génial, ce qui est dit. Dans un temps où la vieillesse n'évoque plus la sagesse, mais seulement la menace de la déchéance. Voilà, juste ce petit passage montre à quel point il a compris le sens de l'évolution de l'humanité. Béni Lévy. Il n'y avait donc rien à dire, il fallait juste s'absenter. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, je pense. Ce texte, après 10 ans, j'avais fini par l'oublier. Donc, il a été maltraité, là. Il n'a pas été écouté, je suppose. Et donc, peut-être c'était un sensible, un émotif. Et donc, il est parti. Vous voulez me maltraiter, je ne peux pas répondre, je ne suis pas un bagarreur, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Et puis, il revient. Donc, avec ça. Ça, c'est mon interprétation, attention. Et voici que les temps modernes sollicitent ma contribution pour leur numéro spécial d'hommage. Sans doute hommage à Sartre. Alors me vinrent en mémoire les entretiens, en particulier la dernière partie si énigmatique. J'ai hâte d'arriver à cette partie. Là, je découvre. Donc, je vais lire en découvrant comme je le fais d'habitude. Et là, pour une fois, ça va vraiment s'approprier à la circonstance, à mon sens. Je me souvenais d'avoir été moi-même effrayé par l'étrangeté des propos de Sartre. Je voulus revenir à ce trouble. J'écrivis le mot de la fin sans avoir encore relu les entretiens. Les temps modernes accueillirent avec chaleur cette note. Il semblait qu'une époque fût finie. Les entretiens pouvaient enfin être présentés au public en un livre. Je les rouvris et les découvris. Je le comprends maintenant, je n'avais pas entendu la voix de Sartre pendant que je dialoguais avec lui. Et ça me parle tellement. Parfois, voilà, on ne comprend pas tout. Même quand je lis, des fois, je suis tellement émotionnel, tellement émotif, que je lis avec une charge d'émotion qui fait que je ne comprends pas toute la subtilité de ce que je viens de lire. Et puis après, en relisant, je dis, mince, ça m'a échappé. Pourquoi je ne l'ai pas dit dans ma vidéo? Pourquoi ça m'a échappé? Et là, je pense que c'est un peu la même chose chez Béni Lévy. J'aimerais savoir, connaître, j'essaierai de l'écouter en interview pour savoir un peu qui est ce personnage. Soucieux de rendre compte de notre travail des années précédentes, de souligner les remaniements importants que Sartre faisait subir à ses formulations antérieures, obsédé par le tiers lecteur dont nous imaginions la surprise, quoique nous fûmes loin du compte, je ne prêtais pas attention à la voix de Sartre. Le thème que Sartre voulut souligner fortement dans le titre, l'espoir maintenant, c'est quand même énorme pour Sartre d'aller chercher, d'aller pondre un titre comme ça. L'espoir maintenant, à la fin de son existence, la dernière année de son existence, après avoir écrit tout ce qu'il a écrit dans la théorie existentialiste, c'est quand même incroyable. Incroyable. Et ça, bon là c'est la présentation, donc c'était pas dans
dans le texte original qui a été proposé, qui a été imprimé au Nouvel Obs. Le thème que Sartre voulut souligner fortement dans le titre, l'espoir maintenant, m'agaçait même un peu. Je n'aimais pas trop la naïveté du mot espoir. Il faut resituer ça dans les années 80. On sortait justement, on était en train de quitter le royaume de l'existentialisme et on allait vers autre chose. Curieux. On quittait le communisme, qui était un des espoirs auquel Sartre s'était accroché, et on rentrait dans autre chose, qui est ce néolibéralisme que nous connaissons depuis les années 80. Bon, bref. Enfin, j'étais mal à l'aise dans le rôle de l'interlocuteur de Sartre, qui allait sortir de l'ombre sous son vrai nom. Jusqu'à là, on m'appelait Pierre Victor. Alors j'ai écouté Sartre, intelligemment sans doute, mais je ne fus pas sensible à sa voix. Donc, qui est allé, alors qu'il se faisait appeler Pierre Victor, est-ce que c'est lui qui a décidé de reprendre son nom originel, ou est-ce que ça a été une façon malveillante d'aller dire voilà, il n'est pas fier de son nom, par exemple, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'en sais rien, c'est une idée, mais là, l'interrogation est là. Le rôle de l'interlocuteur de Sartre qui allait sortir de l'ombre sous son vrai nom. Pourquoi ? Jusqu'à là, on m'appelait Pierre Victor. Alors peut-être c'est lui qui a décidé. Et au fond, il doit y avoir du sens derrière ça. On le saura en lisant cet ouvrage et en allant jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je l'entends. Je pensais que Sartre, comme d'habitude, exceptionnelle habitude, avait fait retour au cogito pour dire ce qu'il pensait. Il s'enfonce dans son fauteuil immense et il recommence. Tout est possible. Sartre m'avait appris à penser aujourd'hui comme si ne comptaient pas les pensées d'hier. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il pouvait faire table rase de tout ce qu'il avait pensé et dire, c'est peut-être pas la voie dans laquelle, c'est peut-être pas, peut-être je me suis gouré un peu, peut-être on n'est pas sur la bonne route. Peut-être, les amis, peut-être on est en train de se fourvoyer. Qui sait ? Peut-être c'était ça. Celle-ci reviendrait s'il y avait encore lieu. Je croyais retrouver le cogito. J'assistais à la naissance de l'âme. Ça, c'est quand même incroyable, tel que le dit le Phédon. Détachement des intérêts et rassemblement de soi. Ascèse, dans le sens que le Foucault des dernières années nous a appris à redécouvrir. Alors ça aussi, je vais aller inspecter ce truc-là, l'ascèse de Foucault des dernières années. J'aimerais bien comprendre où c'en est. Je pense que la fin, la finalité des penseurs en dirait long sur la philosophie et sur tout le reste. Donc voilà, j'assistais à la naissance de l'âme tel que le dit le Phédon, et c'est à lire aussi. Détachement des intérêts, rassemblement de soi. Ah ah, voilà. Bon, bien que Sartre, à mon sens, quand j'ai écouté la grande interview de 5 ou 6 heures dont je parle dans les vidéos précédentes, me semble
pas attaché aux choses, me semble pas attaché, me semble attaché qu'à une seule chose, à la philosophie. À mon sens, c'était ça son truc. À 16, que l'écho du scandale visa à dissimuler entièrement. Donc à 16, dont parle Foucault. Alors ça, eh ben, on va y aller, on ira dans Foucault aussi. Parce qu'en fait, c'est le rassemblement, la mécanique universelle essaye de rassembler en plus toutes ces voix qui un jour ou l'autre vont se choper, l'extase, la béatitude, le nirvana, l'éveil. Pourquoi? On ne sait pas. Je ne pense pas d'abord à ce que Sartre reconnaît comme erreur à l'époque où il fut compagnon de route. Exercice obligé pour 3 générations au moins, cette sorte d'aveu peut donner le meilleur et le pire. Donc, une erreur à l'époque où il fut compagnon de route, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je fais référence à ce mouvement de dépouillement des intérêts idéologiques les plus intimes. Alors, qu'est-ce qu'il écrit, Sartre? Je n'ai jamais été désespéré pour ma part. Je n'ai jamais eu d'angoisse. Alors, c'est quand même incroyable. Et quand on écoute cette vidéo, un peu vers la fin de sa vie, la vidéo par Combat, je crois. Michel Combat, il me semble. Bon, bref, cette grande et longue interview de Sartre. On voit à quel point il n'a jamais été impacté par l'angoisse, à vrai dire. Et c'est pas étonnant, pas du tout, pas étonnant du tout. Il était convaincu, il déroulait un fil qui était devant lui, un fil philosophique qui comprenait toutes les choses qu'il était en train de travailler. Donc il était dans son élément, il n'y a pas plus d'angoisse chez Sartre que chez un dauphin, chez une baleine qui nage dans la mer et qui se pose pas de questions, quoi, qui avance, qui trace sa route. Je n'ai jamais été désespéré pour ma part, je n'ai jamais eu d'angoisse. Venant de l'auteur de L'être et le néant qui avait écrit « C'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté ». Je vais arrêter là. Et je vais, juste parce que c'est très important, voilà l'angoisse telle que Sartre et Camus, sans doute, l'ont chopée pour développer leur philosophie. Et c'est de l'esbrouffe. Et je l'ai dit dans les vidéos précédentes, toutes les vidéos qui concernent les vidéos où je travaille sur le mythe de Sisyphe, par exemple, c'est de l'esbrouffe, c'est pas l'angoisse qui est ressentie par le corps, la véritable angoisse qui peut pousser au suicide, le véritable néant, toucher l'angoisse du néant. Bien sûr, des petites angoisses, on en a tous dans l'existence, mais aller toucher cette angoisse dont parle Camus, du fond de l'absurde, il l'a touché que superficiellement. Et là, à mon avis, ça montre bien que c'était pas, ils étaient trop hyperactifs pour aller dans cette angoisse, dans la mélancolie, ils pouvaient pas, ils auraient jamais pu toucher cet état désespéré, clairement, longtemps, pas de façon fugace et de façon à ce que ça soit vraiment grave dans l'esprit. Et je pense que Heidegger non plus d'ailleurs, puisqu'il y est. Peut-être Kierkegaard l'a touché réellement. Ça serait intéressant à savoir. Bon voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.